Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Hey, mais c'est la folie dans la cryptosphère. FTX qui nous fait une Luna, Binance qui balance son pote tout en lui faisant les poches, Do Kwon qui nous fait une petite apparition dans un live Twitch hier soir. Alors on sait pas le pourquoi du comment, mais le mec a dû se dire que SBF allait sûrement prendre sa place bientôt en premier fugitif. Et histoire de mettre un bonnet rouge à tout ce merdier, Bitcoin nous a fait une petite purge. Espérons que ce soit une simple petite indigestion. Côté Fear and Greed, un petit 29 toujours dans la peur. Et côté marché US, c'est toujours la joie à 58 dans la zone de grid. Enfin voilà, le bear market nous offre son plus beau récital dans un décor de plus en plus sombre, ne laissant présager aucune fin. Installez-vous confortablement, le zap va commencer. Belle journée à vous, c'était Zap Crypto. Tout a commencé en fait avec un article de CoinDesk qui a été qui est paru la semaine dernière, dans lequel il est expliqué que les actifs d'Alameda Research sont illiquides. Alors, ils s'élèvent à environ à 14 milliards et c'est essentiellement des tokens, dont des FTT qui sont le token natif de FTX. Et donc, on a vu, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite hier là-dessus, si vous voulez mieux comprendre le mécanisme de la flywheel. Et donc, parce que globalement, ce sont des actifs qui circulent en vase clos et qui font gonfler artificiellement le prix d'un token. Concrètement, ils utilisent les FTT pour gonfler leur bilan, emprunter du cash. Donc, ils utilisent les FTT comme collatéral pour aller emprunter du cash sur les marchés. Ils utilisent ce cash pour aller acheter des FTT. Donc, ça fait gonfler le prix des FTT et ainsi de suite, si vous voulez. C'est ça, la flywheel, qui avait été fatale à Celsius. Donc ça, les actifs, en gros, il y a des FTT, mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a d'autres... Il y a des sols, parce que FTX, Sam Bankman-Fried a été un des gros sponsors de Solana au début, donc il a beaucoup de tokens, donc de sol, de Serum, notamment, qui est un des principaux DEX de Solana. Il a d'autres projets également, et il a d'autres tokens évidemment, mais sur les 14 milliards d'assets, il y aurait environ 12 milliards de tokens et 2 milliards d'equity, donc d'actions traditionnelles, même si la CEO d'Alameda Research a annoncé qu'il y avait des actifs supplémentaires, ils n'ont pas été capables pour le moment d'en prouver l'existence. Donc on a 14 milliards d'actifs sous forme de tokens quasiment, et 8 milliards de dettes là en cash et en dollars. Et donc pour bien comprendre pourquoi FTX en est venu à être dans cette position de faiblesse, on va retracer ce qui s'est passé les derniers mois. Donc là, je prends un thread de Miles Dutcher qui est vraiment super. Donc déjà, il faut comprendre que FTX ont vraiment investi massivement et de manière très agressive dans l'écosystème crypto. En fait, quand BlockFi, Celsius, etc., il y a plein d'entreprises, il y a quelques mois, là en juin, avec le bain de sang des cryptos, ils arrivaient, voilà, FTX s'est dit, bon, j'ai pas mal de cash de côté, je vais essayer d'investir massivement dans plein de projets pour pouvoir faire grossir mon écosystème. Donc on le voit notamment avec des financements dans la blockchain Aptos qui a pas mal fait parler d'elle ces dernières semaines, et également dans une autre blockchain de layer 1 qui s'appelle Sui. Donc voilà, ils ont investi plusieurs centaines de millions de dollars dans des nouveaux projets. Et bien sûr, je sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas... FTX a aussi sauvé BlockFi en rachetant cette entité pour 240 millions. Il a aussi voulu essayer de sauver Celsius. Et voilà, il a essayé en fait, comme je disais, de sauver des projets et pour les ramener dans son capital. Il y a eu quelques problèmes, donc là on peut le voir dans un tweet de Sam Trabucco. Donc maintenant Sam, il est juste advisor de Alameda Research, mais à l'époque il était co-CEO. Donc en fait il s'est dit moi je veux plus faire partie d'Alameda Research, je vais être un peu sur le côté. Donc déjà c'était pas un très bon signe et ça s'est passé le 24 août. Ensuite on a aussi Brett Harrison qui était le président de FTX et qui est aussi dit moi je veux plus faire partie de FTX, et ça c'était le 27 septembre. Donc déjà deux signaux qui sont pas très positifs. Il y a eu ce qu'on appelle un liquidity crunch. Donc pour être clair, maintenant on le sait, on se posait la question hier, avant-hier. Oui, FTX fonctionnait de manière fractionnaire. Et quand il y a eu ce fameux bank run où tout le monde a essayé de retirer leurs fonds, eh bien FTX a été incapable de servir leurs clients, c'est-à-dire que du coup, eh bien par conséquent, s'ils ont été incapables de servir leurs clients, c'est bien la preuve qu'ils ne gardaient pas chacun des coins qu'on leur confiait tout simplement dans un cold wallet. Et donc du coup,
eh bien, c'est la punition, et la punition, c'est de devoir appeler à l'aide en cas de bank run, et donc du coup, finalement, de tout simplement perdre son entreprise, et c'est ce qui arrive à SBF. Alors, il n'est pas clair que Alameda Research, Alameda, donc l'entreprise de trading, a fait faillite. Ce n'est pas du tout clair pour le moment, mais on peut s'attendre à ce que ça arrive dans un futur proche, peut-être, on ne sait pas encore. Il n'est pas, par contre, ce qui est clair, c'est que FTX US, donc la partie américaine de FTX, est une boîte différente et qu'elle n'est pas impactée par toute cette histoire. Du moins, c'est la déclaration de FTX. C'est qu'à un moment donné, ils annoncent qu'ils ont 14,6 milliards de dollars d'actifs. Et en fait, sur ces 14,6 milliards, il y a 5,8 milliards déjà de FTT. Très bizarre parce que ça cote 2 milliards 2. Donc vraiment très bizarre. Ensuite, ils ont 1 milliard de Solana. On va y venir. Je pense que Solana va trinquer aussi très très fort directement. Et l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, l'idée, c'est que vu ils avaient à minimum 75% du capital, et donc c'est pas 75%. D'après ça, Alameda détiendrait plus de 100% des tokens FTT. Donc ça veut dire que c'était faux finalement. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'au fil du temps, ils ont montré aux investisseurs qu'ils avaient des grosses positions, complètement artificielles, complètement fausses. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'était faux en fait ce qu'ils communiquaient aux investisseurs. En communiquant ça aux investisseurs, les investisseurs sont rassurés et les investisseurs remettaient de l'argent, réinvestissaient dans la société Alameda Research en particulier. Alameda Research, sur la base, le socle, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était du sable mouvant, c'était du vent. Et avec cet argent qu'ils arrivaient concrètement à récupérer des investisseurs, là, ils prenaient des vraies positions sur différents projets. Avec cet argent, ce qu'ils faisaient, ils faisaient un espèce de cercle vertueux. Avec cet argent, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est pas comme Madoff où ils gardaient l'argent et voilà. Ils prenaient l'argent et ils investissaient encore dans FTX. Donc, qu'est-ce que ça faisait artificiellement? Ça faisait monter le cours d'FTX. Le cours d'FTX montait, ça rassurait les investisseurs. Les investisseurs remettaient au pot et avec ça, ils pouvaient racheter soi-disant des projets. Ils rachetaient un peu des projets, mais en fait, ils rachetaient des tokens FTT. Et en fait, c'était pratiquement eux les seuls acheteurs du token FTT. Artificiellement, ils ont maintenu le token FTT relativement très cher, mais en fait, c'était du vent. Et c'est pour ça que j'appelle ça vraiment une technique pyramide de Ponzi. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu ça l'idée à la Madoff. Et donc, c'est ça, là, c'est en train d'apparaître. Pour moi, ça semble évident. Et vous verrez qu'il y aura beaucoup d'articles bientôt où on comparera vraiment Madoff à cette espèce de mec qui nous a tous un peu envoyé finalement dans le mur. On verra après les conséquences de tout ça. Et là, ce qui devait arriver est arrivé. FTX, le 8 novembre, a décidé de bloquer les retraits, qu'est-ce qui est la dernière étape avant vraiment là, la crise de liquidité et la faillite, comme qu'est-ce qu'on a vu avec Celsius. Donc là, on a compris que la situation était sérieuse. En plus de ça, FTX cherchait à lever entre 5 et 6 milliards de dollars aujourd'hui. Vous comprenez, là? L'exchange était en faillite. C'est ça qui s'est passé en ce moment. Et puis, le prix des cryptos commençait à s'effondrer parce que si vraiment FTX fait faillite, eh bien, on va avoir une autre correction importante comme qu'est-ce qu'on a vu avec Luna au printemps passé ou avec Three Arrows Capital qui a fait s'écrouler le prix du Bitcoin là, des 45 000 jusqu'à 17 000 $. Donc, c'est là qu'il faut vraiment prêter attention à ce qui va suivre. Et là, revirement de situation, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Binance qui a fait une lettre d'intention pour acheter FTX dans le but, qu'est-ce qu'il disait, c'est de protéger les utilisateurs. Donc, le coup de génie, le coup de maître, le coup de requin, dans un monde de coupe-gorge, en fait. Donc, si on résume ça, le CEO de Binance était fâché parce que, selon lui, FTX aurait tenté de nuire à Binance et à l'écosystème des crypto-monnaies en faisant du lobby auprès de politiciens, comme on voit dans le tweet juste ici. Et là, finalement, CZ a décidé complètement de détruire FTX. Et c'est une technique incroyable qu'il a utilisée. C'est en détenant plus de 500 milliards de dollars de FTT. Et il savait que s'il faisait la menace publique qu'il allait vendre leur FTT, tous les gens allaient vendre leur FTT. Ça allait faire en sorte que le prix du FTT allait descendre. Et si le prix du FTT descend, tout ce qui est collatéralisé par le prix du token FTT sur le bilan comptable de FTX et d'Alameda allait être liquidé. Donc c'est un coup de maître ou de requin, ou les deux, qui a mis FTX finalement en situation de manque de liquidité, en faillite, et par en arrière, Binance fait une offre pour racheter FTX. Wow!
Donc là, la question est, est-ce que Binance va finaliser la transaction pour acheter FTX ou dans leur vérification, ils vont trouver qu'il y a plusieurs autres trous dans le budget de FTX et finaliseront pas la transaction. Donc vraiment, ça va être à voir, mais selon moi, si la transaction est pas finie, ça veut dire que les crypto-monnaies vont s'effondrer d'au moins 50% en termes de prix, parce que ça va être assez terrible qu'est-ce qui va se passer, parce que là, on parle d'un géant dans l'écosystème qui ferait faillite. Et encore une fois, ceux qui écoperaient, ce serait tous les gens qui ont déposé des fonds dans l'exchange FTX. Encore une fois, je vous le dis, ne gardez pas de crypto-monnaies sur les exchanges. On sait jamais qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux parce que tous les exchanges ont leur comptabilité qui est opaque. On sait jamais vraiment qu'est-ce qui se passe. Et là, d'ailleurs, c'est bien beau qu'on parle que Binance achète FTX, mais du côté de Binance, comment va leur comptabilité? Ben, on n'en a aucune idée, sérieusement. Même si on sait que l'exchange fait des millions à chaque jour avec les frais de transaction. Est-ce qu'il y a des trous dans leur comptabilité? Est-ce qu'ils sont en levier comme FTX? Est-ce que Binance va avoir les mêmes problèmes que FTX dans 6 mois, dans 1 an? On le sait pas. Donc, c'est pour ça que c'est bon d'utiliser les exchanges pour faire des achats et des ventes. Mais idéalement, faut pas garder les crypto-monnaies sur les exchanges. On est en train de voir, en fait, qu'ils avaient potentiellement même pas de cold wallet où ils hébergeaient l'écrasante majorité des actifs de leurs utilisateurs. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise chose. C'est de très mauvaises pratiques que FTX aurait utilisées. Tout ça, on parle au conditionnel. Ce qu'on peut voir, c'est que, en tout cas, FTX n'a pas pu permettre à l'ensemble des utilisateurs de retirer de l'argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très triste et de catastrophique pour la confiance au niveau des investisseurs. On a aussi des choses qui font que l'acquisition de Binance, de FTX par Binance, c'est quelque chose qui risque d'être peut-être compliqué. Parce que on a d'une part Binance, il faut qu'au final ils se décident de racheter FTX après leur due diligence, et ça c'est pas gagné. Et ensuite c'est les divers régulateurs qui pourront potentiellement dire stop, on n'a pas envie que Binance ait une position encore plus dominante sur le marché des crypto-monnaies qui ne l'ont maintenant. Donc ça c'est aussi quelque chose qui pourrait très bien arriver. Et on a d'ailleurs le régulateur, la CFTC aux États-Unis, qui commence à, on va dire, étudier ce sujet. Ils sont encore loin de tout ça. Ils ont dit pour l'instant c'est pas clair ce qui va se passer, mais en tout cas ils étudient la chose. Et il y a plein d'autres sociétés, d'autres régulateurs à travers le monde qui pourront dire attention, on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer avec le rachat de FTX par Binance. Personnellement, je n'éprouverais pas une grande peine pour FTX si jamais cette entreprise finissait par disparaître. Ce n'est rien de personnel évidemment, mais j'éprouve plutôt un sentiment négatif vis-à-vis des exchanges qui poussent les petits investisseurs à faire ce qui est selon moi des mauvais choix. C'est-à-dire d'abord garder leur crypto sur la plateforme au travers de l'appât du gain via le yield, le staking et le lending. Ensuite, pousser leurs clients à faire du trading, parfois même avec de l'effet de levier. Et enfin, finir par faire naufrage en entraînant à chaque fois un grand nombre de petits investisseurs dans leur chute. En gros, je préférerais largement voir le rôle des grands exchanges diminuer et voir davantage de gens opter pour des solutions plus décentralisées pour gérer leur crypto. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt inquiet par rapport au futur de FTX? Est-ce que vous pensez que les gros exchanges sont bénéfiques à l'écosystème crypto? Ou est-ce que vous pensez plutôt, comme moi, qu'ils ont surtout un impact négatif? Dites-le moi dans les commentaires. Il y a un truc qui m'a un peu marqué là quand j'ai lu les news, c'est cette mise sous tutelle, on va dire entre guillemets, des banques anglaises. Moi, j'ai l'impression que ça m'est arrivé en fait, parce que ah ouais et pas qu'une fois. Donc si tu veux, quand je paye avec ma carte pour quoi que ce soit, ça passe. Et il y a eu 2 ou 3 fois où pour faire mon petit DCA, pour ajouter du fiat, et ça passait pas. En tout cas, avec la carte d'une banque dans laquelle je suis, ça passait pas. Et avec l'autre carte, ça passait. Donc après, il y en a qui disent que en France, c'est comme si tu tirais des espèces quand tu payais sur un exchange. Donc c'est très bizarre. Mais là, en tout cas, en Angleterre, c'est 3000 pounds de crypto par mois et pas un de plus. Donc merci la banque. Santander. Ouais. On dirait. Ce n'est pas une banque espagnole, Santander? À la base, ouais. Alors, elle a des règles assez strictes. 3000 en slippage sur le mois, ça veut dire que tu peux faire des virements jusqu'à 3000 euros, 3000 pounds par an, sur une période glissante de 30 jours. Et pas plus de 1000 euros par transaction. C'est ça. C'est assez strict. Et j'ai envie de te dire, mais. Une carte électron, quoi. C'est notre père, t'es ma grand-mère. Et qui jette dans l'air. Une banque qui aujourd'hui en 2022 te dit clairement, écoute, les cryptoactifs, quand t'envoies de ta banque vers chez eux, on va te limiter. Par contre, non, si tu veux rapatrier, pas de problème. Tu peux me ramener ce que tu veux.
Ce que je trouve étrange, c'est que ils disent que c'est à cause de l'AMF britannique, mais du coup, pourquoi c'est la seule banque de Grande-Bretagne à faire ça? Tu vois, c'est très bizarre. Dès que vous voyez qu'il y a un établissement bancaire qui fait ça, si vous avez vraiment pas mal d'argent dessus, ouvrez un compte dans une autre banque, transférez votre argent. Comme ça, vous dégagez de là-bas. Alors, ici, Jam Hunter qui nous dit, eh ben voilà, exactement, il nous dit, voilà les sensations, quand j'ai mal de tête, quand j'ai mal au ventre et quand j'ai plus assez d'argent pour acheter le dip, j'ai mal partout. C'est exactement ça. C'est atroce quand t'as plus de pognon et que ça tombe, t'as envie de mourir. C'est ça. Donc c'est pour ça que je dis toujours avoir des cartouches, toujours. Mais c'est dur d'avoir toujours des cartouches. Au bout d'un moment, t'en as plus quand ça dip, t'en as plus. Et c'est atroce après. Bon, limite, faut plus regarder. Fermez les portefeuilles, c'est plus regarder du tout. Voilà, quand on peut plus acheter, faut plus regarder. Bon. On a l'IRS prépare des centaines de cas d'évasion fiscale cryptographique, mes amis. Voilà, bah ça on le sait. Alors l'IRS, il n'y a pas que, vous inquiétez pas, la division criminelle de l'Internal Revenue Service, IRS des États-Unis, a déclaré qu'elle se préparait pour la saison des impôts et qu'elle avait les yeux rivés sur la communauté de la crypto-monnaie. Mes amis, plus personne ne peut se passer de nous. Tout le monde a les yeux rivés sur nous. C'est fabuleux quelque part. Vous savez, on me dit toujours qu'on parle de toi en bien ou en mal. L'important, c'est de parler de nous. Eh bien, nous, on parle de nous. Bon, là, c'est les impôts et c'est pour aller choper tous ceux qui tricheraient un peu. Et ça, ce ne sera pas simplement les États-Unis, ce sera le monde entier. Donc, on le sait. En tout cas, maintenant, on existe. Si je vous demandais de me dessiner de l'argent, vous vous y prendriez comment ? J'imagine que votre crayon tracerait des ronds pour les pièces de monnaie et des rectangles pour les billets de banque, et que les plus doués d'entre vous me dessineraient une liasse, un portefeuille ou une tirelire bien garnie, un carnet de chèques ou carrément une montagne d'or avec un dragon endormi dessus. Mais personne ne dessinerait un ordinateur ou un téléphone. Au cours des âges, l'argent a pris des centaines de formes et les pièces et billets sont ses manifestations physiques les plus courantes et les plus anciennes. Sous cette forme, l'argent occupe normalement 3 rôles fondamentaux dans nos sociétés et notre économie. C'est un outil de mesure de valeur, une réserve de valeur et un moyen d'échange qui fait partie de notre quotidien, à tel point qu'on imagine mal comment s'en passer. Avec la révolution numérique, l'argent va prendre une nouvelle forme, sa forme ultime, immatérielle, infinie et encore plus rapide à transférer que les pièces et les billets, c'est la monnaie numérique. Elle n'a aucune autre existence qu'une suite de chiffres sur un serveur et les preuves qu'elle laisse sur son passage, comme une transaction qui se réalise ou un contrat qui se débloque. Mais on ne la manipule pas et il faut être équipé d'un appareil dédié pour pouvoir l'utiliser, un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Après le boom des crypto-monnaies et avec la menace d'un système monétaire mondial parallèle, autonome et décentralisé, la question d'une véritable monnaie numérique, stable et contrôlable par les États et les banques centrales est apparue un peu partout dans de nombreux pays. La solution s'appelle MNBC pour monnaie numérique de banque centrale ou en version US, CBDC pour Central Bank Digital Currency. La Thaïlande, le Nigeria, Israël, la Suède, l'Inde ou encore la Chine ont déjà lancé plusieurs expérimentations. Et en ce qui nous concerne, l'euro numérique n'est plus très loin. Déjà que l'argent n'avait pas beaucoup d'odeur, il n'aura bientôt plus ni forme ni couleur. Mais dans quel but ? À quoi vont bien pouvoir servir ces versions 2.0 de nos pièces et billets ? Devons-nous nous attendre à la fin du cash et serions-nous prêts pour une telle transition ? Enfin, n'avons-nous pas là un nouvel outil de contrôle des populations, comme le sous-entendent certaines théories, qui citent pour cela la Chine en exemple ? Aujourd'hui, je vous propose de mettre tout ça au clair. L'autre question que j'ai, c'est un peu de la stratégie juridique de Binance. Binance a été un peu le cow-boy de l'écosystème crypto pendant... Vous ne permettrez pas de dire ça. Non, mais cow-boy dans le sens où, en tout cas, et je veux savoir ce que tu en penses, mais on avait l'impression que pendant quelques années, il y avait une stratégie de pas vraiment demander la permission et d'éventuellement demander pardon plus tard. En gros, c'est toujours ce dilemme pour un entrepreneur de réfléchir à calculer l'espérance de gain, à attendre une réglementation ou se plier à une réglementation et move fast and break things et éventuellement d'en payer les pots cassés. Écoutez, voilà. Moi sur ce qui s'est passé avant mon arrivée, on se tutoie en off, donc tu me tutoies aussi pendant l'interview. Avant mon arrivée, je peux pas commenter là-dessus. Ce qu'on peut commenter, ce sont les déclarations officielles donc de Sisi, le fondateur, qui répète que Binance veut être surtout le bon élève en matière de réglementation et a cette responsabilité en tant que leader du secteur
pour porter tout un secteur vers cette régulation. Donc, comme je l'ai dit, Binance, c'est la première grande plateforme internationale enregistrée en France. Donc ça quand même, c'est un élément factuel qui a du poids. Ce processus réglementaire, il est engagé également dans d'autres pays. À la suite de la France, Binance a été enregistré en Italie, en Espagne. Donc il y a quand même des résultats non, bien sûr. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'actuellement, Binance veut être le bon élève. Non, mais elle veut pas être le bon élève, elle veut être le meilleur élève. Le meilleur élève, mais c'est ça. Parce que l'idée, c'est d'entraîner l'écosystème. Donc, au-delà juste de l'enregistrement PSAN, ce que Binance veut faire en Europe, c'est se préparer à MiCA. MiCA, donc c'est le nouvel règlement européen, la nouvelle réglementation européenne qui va entrer en vigueur dans 2 ans, grosso modo, et qui va imposer en Europe des obligations quand même beaucoup plus dures que celles de l'enregistrement PSAN, plutôt celle équivalente à l'agrément PSAN français. Et donc cette marche est quand même assez haute pour tout l'écosystème. Et le message que nous on a, c'est de dire il faut se préparer à ça pour pas arriver au pied du mur au dernier moment et avoir des difficultés. Et il faut que tout l'écosystème le fasse. Et donc Binance, en tant que leader de cet écosystème, veut montrer l'exemple. Donc d'ores et déjà maintenant, on se prépare en France à anticiper l'entrée en vigueur de MiCA. En termes d'information, il va pas y avoir grand-chose aujourd'hui. La statistique importante, pareil, qui pourra nous donner aussi des bons éléments, en plus de l'annonce aujourd'hui des résultats définitifs des midterms aux US, c'est les indices de prix, tout simplement, qui sortiront jeudi à 14h30. Ça sera bien évidemment très important. On espère que l'inflation continue à baisser, parce que ça rassurera sur les prochaines hausses des taux. Ce qu'il faudra retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours les élections de mi-mandat. Ils ont fermé une grande partie des bureaux de vote aux États-Unis. Pour l'instant, on dépouille. On ne connaît pas les résultats. Il semblerait, je dis bien, il semblerait que les républicains sont en train de gagner ce qu'ils devaient gagner. Donc on se dirige en direction d'un gridlock et on se dirige de nouveau dans un sujet qui va nous retomber dessus dans quelques temps, c'est le plafond de la dette américaine. On sait bien depuis des années que le plafond de la dette, il n'y en a plus. De toute façon, il est amovible, on peut en monter tant qu'on veut, mais on va en reparler probablement ces prochains temps vu que les deux camps vont s'opposer et les deux camps vont se bloquer dans leurs décisions politiques. Alors normalement, ce qu'il faudra retenir dans tout ça, c'est qu'une arrivée des républicains au pouvoir aujourd'hui, dans ce partage de pouvoir, devrait être positif pour Wall Street, parce que les républicains vont essayer de réduire les impôts, les taxations, donc ça c'est plutôt encourageant, et en plus ils vont essayer de réduire les dépenses aussi, certaines dépenses sociales qui ont été mises en place par les démocrates, parce que en général les marchés aiment bien quand il y a des dépenses, parce que ça fait rentrer de l'argent dans l'économie, et donc ça booste l'économie, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, on préférerait quand même ne pas avoir trop d'argent qui rentre dans le marché parce que ça ferait quoi? Ça ferait encore monter l'inflation et ça, franchement, on n'en a pas besoin. Alors, le gros avantage de ce qui est en train de se passer cette nuit et ce matin et encore aujourd'hui aux États-Unis, c'est que pour l'instant, on ne parle plus d'inflation, on ne parle plus de Jérôme Powell, on ne parle plus de guerre en Ukraine, on ne parle plus de la Corée, on ne parle plus de rien. L'axe principal des marchés boursiers, c'est les midterm elections. Alors tout le monde a ressorti ces tabelles de statistiques, tout le monde nous explique ce qui va se passer après, ce qui se passe après, en général, une élection midterms. En gros, ça monte. C'est plutôt le consensus global, c'est que ça devrait relativement bien se passer. Pour l'instant, les futurs ne font pas grand-chose. On est plutôt on attend des réponses et effectivement, et ça reflète très bien la situation dans laquelle nous nous trouvons. On attend des confirmations et une fois qu'on aura les confirmations, qu'on espère avoir d'ailleurs aujourd'hui ou au plus tard ce soir, on pourra se concentrer sur les chiffres du CPI qui sortiront demain à midi, demain après-midi, parce que du coup, on pourra en reparler de l'inflation. Ce sera le gros sujet de demain, mais pour l'instant, midterm election, complètement, 100%. Moi, personnellement, je suis n'importe quel institutionnel, bancaire, américain, n'importe lequel, JP Morgan, Goldman Sachs, n'importe quel venture capitaliste, même Raoul Pal, tu sais, qu'on nous vend... qu'on nous vend comme ça, ouais, cet ancien de Goldman Sachs, super chaud sur les cryptos et tout. Vous savez quoi? Avec la débâcle qu'il y a eu là, la seule chose qu'il y a à faire, c'est, ok, il y a d'autres marchés pour s'exposer, allons là où c'est chaud. Hein, normalement, on achète là où c'est chaud, on n'achète pas là où ça... Les investisseurs ne sauvent pas les narratifs. Ils se barrent quand c'est... Ils arrivent quand c'est chaud, ils se barrent quand c'est froid. Et là, c'est très froid.
C'est affreux. C'est affreux. Et du coup, si on veut pas aller à la hausse, donc bien sûr, ça peut être inversé, hein, on revient dans les 21 000 et tout est sauvé. Mais qui va faire ça, quoi? Est-ce que, normalement, c'est FTX qui nous ramène à 21 006? C'est son job. Mais là, il a autre chose à faire, FTX, il est en train de couler. Il est pressé de récupérer du cash, surtout. Donc, si FTX nous sauve pas, qui va le faire? Bah, Binance, il peut essayer avec ses petits bras musclés, mais j'ai envie de vous dire, Binance, là, s'il est en train d'essayer de sauver le marché au niveau de Bitcoin, il fait exactement pareil que Caroline qui achète à 22. C'est-à-dire, essayer d'empêcher un bateau qui coule déjà. Et je peux vous dire, ça se voit pas dans le graphique, mais là, ça coule. Et à mon avis, on va traverser. Et à mon avis, on va rentrer dans un trend baissier horrible. Et il va falloir beaucoup de temps pour que les gens s'en remettent. Donc voilà mon niveau de pessimisme globalement sur les cryptos. C'est très pessimiste. Très pessimiste. Ça peut être horrible. Au point au point où, globalement, maintenant, on va chercher Sailor. C'est-à-dire 4000, 3000. À ce point. Et sans compter les mineurs qui sont déjà acculés. C'est-à-dire qu'actuellement, parce qu'un drame en entraîne un autre, un train peut en cacher un autre, vous savez à quel point les mineurs sont acculés. Le hash rate n'a jamais été plus élevé. Les mineurs sont tous en faillite, ou il y a beaucoup de mineurs qui sont en train de rentrer en faillite. Mais si Bitcoin il continue vers le bas, combien il y a de mineurs qui vont tomber et qu'est-ce qui peut se passer? Donc je peux vous dire que là, dans une époque où il fallait juste acheter le sang, là j'ai l'impression qu'il faut acheter le sang de ceux qui achètent le sang, de ceux qui achètent le sang et de ceux qui achètent le sang. En sachant que le premier qui a acheté le sang, là, ça a été Sam. Et là, vous pouvez décider de racheter le sang. Donc là, il y a CZ qui rachète son sang. Non, mais le graphique est à chier. Je veux dire, n'importe qui a un petit peu de volume, il se dit putain, barrons-nous quoi. Parce que ce qu'il y a, c'est que si toi, t'as pas du Bitcoin, si j'ai pas de Bitcoin qui va vers le bas, en ce moment, je suis exposé sur n'importe quelle crypto. Si je suis un minimum informé, je sais qu'une chute de 10-15% sur le Bitcoin, ça me fait 30 ou 40% sur le Nalcoin. Et effectivement, Bernie, il y a écrit chiasse. Il y a écrit chiasse dans le graphique. Si vous ne le voyez pas, ça, c'est du chiasse en sanskrit. Donc maintenant, vous le saurez. Vous pouvez le mettre dans vos bouquins. Long terme, on a déjà parlé, on a déjà vu ensemble qu'il y a toujours ces... Bon, ça, je l'avais appelé le true volume profile du margin call. C'est-à-dire, en gros, dans cette zone de prix où tous ceux qui achètent là depuis des mois ont probablement leur liquidation et vont se faire liquider entièrement. Le volume profile lui suggère qu'un tour jusqu'à 12 000 $ est nécessaire. Ça fait des mois qu'on en parle. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Ça veut juste dire que si on perd ce gros support ici, les gros peuvent capturer la liquidité ou ils peuvent la capturer ici. Ça peut être de 12 000 jusqu'à 17 000, mais ça peut très bien s'arrêter à 15 000 par exemple, ou à 14 000, ou peu importe. Okay, maintenant, techniquement, il y a des éléments techniques aussi qui annoncent... je vais y arriver. Hop. On n'est jamais revenu tester ce breakout ici de cette grosse structure. Et donc, 13 800, ça en fait un niveau important. Objectif aussi que le marché peut venir chercher. Et du coup, combler cette zone de creux. Après, il y a d'autres objectifs. J'ai la charte ici qui sera beaucoup plus simple. Voilà. Et vous avez en gros ici le gros chiffre rond psychologique des 10 000. Généralement, le Bitcoin pose toujours son bottom entre 78,6 et 88,6. Donc entre 10 400 et 17 000 $. Donc on n'est pas très loin du bottom. Il y a... pourquoi j'ai cette... Ah oui, ça c'était... Oui, c'est bon. Possible range, mais ça on s'en fout. Il y a ici les 13 800, wake of check, une zone de prix qu'on n'est jamais revenu tester, que le marché peut demander à revenir tester. Le creux dans le volume profile que je vous ai montré juste ici et que j'ai mis en rectangle là. Ok. Target de continuation AB égale CD qui nous ramènerait à 10 625 $. L'objectif de sortie du range, s'il y a une vraie cassure baissière, c'est-à-dire ici entre 12 648 $ et 9 880 $. Donc voilà, la zone de bottom, si on a une, elle sera ici. Ok. Maintenant,
Ça, c'est auquel cas, ceux qui ont capturé toutes les liquidations longues, qui sont en millions, voire en centaines de millions ici, arrivent à reverse le marché. S'ils y arrivent, on va avoir du coup probablement une structure type Covid, où personne n'y croyait que le marché allait se reprendre. Mais du coup, ça, je vous l'ai mis là-bas. Et je vais repasser en daily ici. Mais ça, en gros, c'est la structure Covid. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu l'événement Black Swan. Un Black Swan, c'est quoi? C'est un événement imprévisible. FTX, c'était un peu un événement imprévisible. Enfin, c'est sorti de nulle part. Bam, ça défonce le marché. Tout le monde est au courant, tout le monde panique. D'ailleurs, il y a eu des ventes énormes sur Glassnode à perte. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vendu à perte. Et donc, des gens qui sont venus absorber ces ventes à perte, qui les ont achetées. Et du coup, ça, c'est le développement du prix type Covid. C'est-à-dire que si on voit du W maintenant se former, l'analyse technique sera contradictoire au fondamental, le fondamental qui est catastrophique, les gens qui ont vendu, donc le marché qui se retourne et qui cherchera à faire souffrir les gens, et on fera un rallye dans le déni. C'est-à-dire qu'en gros, les gens ont vendu ici, ok, vous avez vendu, on refait monter le marché et vous êtes hyper frustré d'avoir vendu ici parce que le marché se retourne, et c'est ce qui développe un biais bearish parce que quasiment tout le monde a vendu et les gens pensent que c'est impossible que ça puisse remonter, et du coup short un marché qui monte, et c'est ce qui fait qu'il monte encore plus. Un peu comme le Covid où le sentiment était très bearish. Après, c'était pas le même contexte. Il y avait une impression monétaire juste énorme, une baisse des taux à 0%. Enfin, il y avait tout qui était favorable justement à des rallyes côté asset à risque. Mais sait-on jamais, si les gens ont capitulé ici et qu'il y a eu cette capitulation, et que l'événement FTX a permis de venir chercher tous les stops et toutes les liquidités qui attendaient ici, maintenant, si vous voyez comme le Covid, en espérant que ça charge vite, parce que ça a du mal depuis tout à l'heure, depuis plusieurs jours, mais en gros, voilà. Le gros sell-off, oups. Donc un énorme sell-off, et puis d'un coup, tac, 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 le marché fait son petit W ni vu ni connu pendant que tout le monde est bearish, qui donne un signal justement de retournement et de reprise. Ça, c'est hyper important. Donc pour faire simple, pour ceux qui cherchent à faire du DC à 18 000 $, c'est un très bon prix sur le long terme. Maintenant, ça n'exclut pas des prix plus importants plus bas. Les amis, je veux votre avis. Une nouvelle plateforme d'NFT qui se lance et qui fait ça un petit peu différemment. C'est le studio derrière Stepn qui lance une plateforme Web3, évidemment, qui permet d'échanger ces NFT. En l'occurrence, ils font quelque chose de différent. Donc bon, ils vous expliquent un petit peu leur vision. Ils vous expliquent que les royalties sont obligées. À partir du moment où un créateur met sur la plateforme des NFT, il est obligé d'avoir des royalties parce que selon eux, la personne qui vend des NFT se doit d'avoir une commission et de royalties sur l'échange. Par contre, c'est cette fonction-là qui m'intéresse particulièrement. Il n'y a aucun frais. La plupart des plateformes de NFT vont prendre une commission, en fait, sur tous les NFT qui vont s'échanger sur la plateforme. C'est le modèle qu'on voit la plupart du temps. Eux, ils ont un modèle qui est différent, c'est-à-dire qu'ils prennent pas de fee, mais ils vous mettent un frais fixe. C'est-à-dire que tous les mois, vous allez payer 30 $, d'accord? Mais vous n'avez plus de frais variables. Est-ce que vous êtes plus du genre à vouloir payer tous les mois un fee, ou est-ce que vous êtes plus du genre à vouloir vous prendre un frais variable sur tous les produits qui circulent? Ça, c'est une vraie question que je me demande. Après, moi, ce que j'ai quand même l'impression, c'est que c'est pas forcément un bon axe, en fait, le frais fixe, parce que tout le monde prend un frais variable. Imaginez également une plateforme d'exchange de crypto. Je me souviens que ça existait également quand j'avais fait la promotion il y a très longtemps de la plateforme Femex, qui proposait soit des frais variables, soit un abonnement mensuel qui enlevait les frais variables. Je suis curieux, selon votre modèle à vous, qu'est-ce que vous préférez? Ok, donc ouais, il y a quand même 58% des gens qui ont dit pour des frais variables, 26% qui ont dit qu'ils ne savaient pas, et 16% seulement qui ont dit qu'ils étaient pour des frais fixes. Donc il y a visiblement un marché, parce que c'est une personne sur 4, mais moi je ne pensais pas, je vais être totalement franc avec vous, je ne pensais pas que le frais fixe pouvait séduire ne serait-ce qu'un quart des gens. Je m'attendais à ce que ce soit frais variable, soit rien du tout. Voilà, enfin bref, j'ai la réponse à ma question. La news suivante est intéressante, c'est Holoread qui vous propose en fait de transformer votre habitacle de voiture en métaverse. Donc c'est intéressant, ça sortira d'abord avec du coup les véhicules Audi et en gros ils seront livrés avec un kit qui du coup transformera votre habitacle en fait avec du coup des choses en réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Donc c'est sympa, c'est marrant, c'est intéressant. Lien en description. Et si jamais vous êtes toujours là, on va passer à l'actualité suivante qui concerne la collection NFT de Game of Thrones, voilà, qui va lancer sa collection officielle. Alors ils disent que à partir de la fin de l'année 2022, le programme offrira aux fans la possibilité de constituer leur collection par le biais d'avatars, d'activités thématiques, d'engagements sur le site et de pièces à collectionner numériques supplémentaires qui seront disponibles sous la forme de packs assortis et se déclinent en plusieurs types, notamment des équipables, armes, compagnons ou équipements qui peuvent être forgés, permettant aux fans de personnaliser et de renforcer leur avatar. Alors,
tout ce gros blabla, en gros, ça veut dire qu'on aura droit à une collection de NFT à l'image de Game of Thrones. Alors apparemment, notre avatar, on pourra le personnaliser avec des armes, des armures, etc. Dans ce que j'ai lu, il n'y aura pas d'activité interactive, donc il n'y aura pas véritablement de jeu derrière, hein, c'est juste de la collection, en tout cas de ce qu'on en lit là, on verra plus en détail à la fin de 2022, et ils disent que d'autres pièces à collectionner comprendront des moments emblématiques, des lieux, des personnages et d'autres éléments de la série Game of Thrones qui aideront chaque collectionneur à construire son royaume. Donc à voir si ce seront des NFT qui seront mis en vente pour les collectionneurs qu'ils achètent directement, ou comme le laisse entendre la phrase telle que je l'entends, c'est-à-dire d'engagement sur site et de pièces à collectionner numériques, c'est-à-dire que peut-être qu'en engageant sur le site, en remplissant des petites quêtes ou quoi, genre en likant leurs tweets, etc., peut-être qu'on recevra aussi des NFT gratuitement. Encore une fois, on n'en sait pas plus, mais on sera assez vite fixé. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.